Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à tous sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire, super podcast aujourd'hui avec Mustapha Kadeli. Salut Mustapha. Bonjour. Comment ça va? Bien, content de vous revoir, de vous retrouver. Écoute, nous aussi, on a plein de projets avec toi et on a entre autres celui de te demander de nous expliquer une notion qui est très importante, qu'elle est présente dans quasiment tous les podcasts qui traitent de l'histoire à partir du 19e siècle. On trouve cette notion un peu partout. On la trouve encore aujourd'hui. C'est une notion qui n'appartient pas qu'au passé, celle de colonisation. Et pour parler de colonisation, de colonie, de colonialisme, on a besoin de toi. Je vais essayer de faire de mon mieux. En tout cas, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé durant tous les collègues l'utilisent. C'est un concept associé à l'histoire de l'Europe. Et cette histoire d'universalisme européen qui a un petit peu atteint l'ensemble du reste du monde, avec la Renaissance, les grandes découvertes, et puis la colonisation, c'est-à-dire... la colonisation, à l'origine, c'est coloniser un lieu, c'est le remplir. C'est pour ça que nous, on a traduit l'istimar. Oui, le Mu'ammir, quand on dit le Mu'ammir à l'époque coloniale chez nous, c'est les Européens qui sont venus s'installer pour faire de la production agricole. C'est ça le Mu'ammir, et ça part du principe, comment ils disent en anglais, les settlers. Les sédentaires, les gens qui viennent se sédentariser. Bon, le mot, il a son contenu, ça veut dire que ce lieu est vide et qu'il n'appartient à personne et je viens le remplir, le fructifier, lui donner une autre fonction. Alors, est-ce qu'on peut commencer, est-ce qu'on peut commencer avec Christophe Colomb? Est-ce qu'on peut dire que Christophe Colomb, c'est le premier colon? En tout cas, c'est lui qui a ouvert la voie du Nouveau Monde, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire on traverse l'Atlantique. Jusque-là, on est encore toujours deux points 1492. De vue. On est encore de point de vue de l'histoire européenne, comme elle a été construite et puis comme elle a été exportée. Parce que pendant très longtemps, on a cru qu'il n'y avait que l'Europe, il n'y avait rien d'autre. L'Afrique pensait rien, l'Asie, c'est pas grand-chose. Et puis on découvre l'Amérique que personne ne connaissait, que personne ne connaissait en Europe, certes, mais même ça ne veut pas dire que les Américains n'existaient pas, loin de là. Non seulement les Américains existaient, mais même aujourd'hui, on a la preuve que les Vikings sont installés dans le nord de l'Amérique. Et je veux dire, cette histoire, ce qu'ils appellent la découverte de l'Amérique, c'est en fait plus une colonisation de l'Amérique en fait qu'une découverte. Ça commence par une sorte de connexion, bien sûr. Une sorte de connexion. Et puis c'est le début de l'histoire de l'exploration du monde par les Européens. Voilà. J'insiste toujours, c'est la perspective européenne. C'est-à-dire si on veut parler de point de vue africain, asiatique ou américain, bien sûr, on va être dans une autre logique interne pour parler de l'ailleurs, pour parler de l'Asie. Je veux dire, nous, on connaissait bien l'Asie avant que l'Asie ne soit présentée par les Européens, par Benoît Tota, par exemple, qui a été, il a mis les pieds, il a bourlingué, il a bougé un peu partout, il nous a fait des descriptifs. Donc déjà, il nous donne, en tout cas ici, du point de vue du Maroc, une image. On a l'Idrissi qui nous a fait la carte du monde, selon les connaissances qu'on avait à l'époque, et puis il nous donne de toute façon un descriptif sur l'Ard d'ailleurs, un peu d'Europe, un peu d'Asie, et puis l'inconnu, Yagog et Magog, l'inconnu, bon, c'est un peu assez vague. Donc on a de notre point de vue aussi les connaissances et les manières de voir l'image de la Terre. Ce qui change complètement cette perspective justement, c'est l'arrivée de cette perspective européenne avec cette connexion d'autres parties comme les Amériques, et suivi surtout de ce qu'on appelle, que tout le monde connaît, les grandes explorations géographiques, c'est-à-dire les grandes découvertes. Ces grandes découvertes qui sont basées sur une véritable avancée technologique, ces grands bateaux, la caravelle, c'est-à-dire que l'Europe a une domination technique qui leur permet de traverser les océans. Voilà. Ça commence toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il faut les outils techniques d'abord pour pouvoir faire autre chose, et surtout l'amélioration aussi de cette technique au fur et à mesure. On passe à la caravelle, les voiliers, les grands voiliers, avec des rameurs, les galériens, quand il n'y a pas de vent, et puis surtout repérer l'espace, c'est-à-dire commencer une nouvelle cartographie basée sur le visuel, c'est-à-dire on commence
à faire de la cartographie. Et on a une théorie sur la géographie pour faire la guerre. La géographie a servi à ça, c'est-à-dire la localisation du monde, la mise en place de cartes pour pouvoir préciser et donner aux prochains navigateurs les points d'escale, les points d'eau, les points de nourriture, les caractères des populations rencontrées, etc. Ceux-là, ils commercent, ceux-là, ils sont faciles, ceux-là, ils sont difficiles, ceux-là, ils sont agressifs, etc., etc. Et tu as dit 1482, ça commence par un grand tournant dans notre histoire, la fin de l'Andalousie, la fin de la domination sur l'Ibérie en quelque sorte, et puis le début même, ce début de cette aventure humaine commence dans ce lieu, justement récupéré. La chute de Grenade et la découverte, la traversée de Christophe Colomb, c'est la même année, c'est une année importante. Hein. Il y a un autre événement très important qui se passe à l'est de la Méditerranée, c'est la fin de l'Empire romain d'Orient, ce qu'on appelle les Byzantins, mais qui s'appelle l'Empire romain, la prise de Constantinople. C'est 1453. Voilà. Donc on est dans le même siècle. Ouais. Bravo. Ouais. Donc là, donc là, tu vois le changement. La fin d'un empire romain, quand même le premier empire romain catholique qui avait, avant que l'Église ne se scinde en deux entre les orthodoxes et les catholiques, et avant l'apparition du réformisme plus tard, on a ces trois moments qui se passent en Méditerranée orientale et Méditerranée occidentale. Ça nous donne un petit peu ce changement, ce regard vers l'ouest et ce début de cette nouvelle partie. Il y a des gens qui font un lien entre les deux événements. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ils t'expliquent que la route des épices, les épices qui étaient demandées. Mais quelle épice on cherchait à l'époque? Je ne sais pas, le poivre. Le poivre, ça. Voilà, le poivre. Et donc la recherche des épices, la chute de Constantinople complique la route. Voilà, exactement. C'est la route. Et donc joue un rôle dans le fait qu'il se retourne de l'autre côté pour faire le tour. Hein. Parce que Christophe Colomb, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait pas l'Amérique. Il cherchait la route des Indes, comme on disait. Voilà. Et donc il cherchait, vu qu'ils ont compris que la Terre était ronde et qu'on peut partir de l'ouest pour revenir par l'est, il part à l'aventure dans l'espoir de etc. C'est pour ça que on parle des Indiens pour parler des populations d'Amérique, et même les compagnies qui vont suivre, les compagnies commerciales qui vont suivre, ils vont utiliser ce mot des Indies côté british, East Indies pour après inventer le West Indies qui est l'Inde d'aujourd'hui, India. Eh ben on va parler de ces compagnies-là, elles sont très importantes, mais avant je voudrais juste signaler que ce fameux poivre là, qui était une denrée extrêmement recherchée, est aussi très important parce que sans frigo et avec des chaînes du froid un peu limitées, la viande consommée était très souvent un peu pourrie. Je m'excuse du terme, mais c'est quelque chose que j'ai lu quelque part, comme quoi pour faire passer le goût d'énormément d'aliments qui n'étaient pas très frais. C'est pour ça que l'épice existe. Voilà, je veux dire, une épice pour donner un petit peu relever comment on appelle les plats. Mais imagine, regarde comment un produit aujourd'hui qu'on utilise, comme le sel, je veux dire, on les utilise d'une manière indifférente. On croit que c'est pratiquement les derniers produits qui ne coûtent pas trop cher. On peut acheter même en de petites, des grosses quantités, mais quand on l'achète jamais en grosse quantité, on l'achète en petite quantité parce que c'est très usuel. Alors que le sel et le poivre, quand même, à un moment donné de l'histoire, même le mot salaire est extrait du mot sel, pour donner de la valeur. C'était quand même très important, ce produit, qui avait énormément de valeur et qui aujourd'hui, apparemment, on n'a plus la valeur qu'il avait à un moment donné. C'est la même chose pour le poivre. Alors imagine que toute l'histoire de l'humanité a changé à cause du poivre. Alors tu peux commencer l'histoire de l'humanité sur le poivre, c'est extraordinaire, parce qu'à partir d'un produit de consommation usuelle, alors que nous au Maroc, comment on recevait le poivre à l'époque, avant tous ces grands chamboulements de l'histoire? Je ne sais pas. Le Hajj, la Mecque, c'est le pèlerinage, était un lieu de commerce par excellence. La Mecque fait le lien entre l'Est et l'Ouest. Ouais. Bien sûr, c'est là que tous les gens, par exemple les musulmans d'Indonésie, de Chine, d'Inde, etc., ou du Maroc, ou du Nigeria, de partout, chacun amène des produits de son pays, et c'est là qu'il y a ce commerce des produits. C'est pour ça que d'ailleurs on utilise toujours un terme pour le bror, jaoui. C'est par rapport à Java. Ah d'accord. Tout simplement. Voilà écoute, c'est jaoui, c'est surprise. Et oui, Java. Petit bonus. Jawa, c'est alors que je sais pas comment ils l'appellent là-bas, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est des produits qui avaient une grande valeur puisqu'ils étaient rares, et c'est ça le principe pour les économistes, la rareté lui donne un prix. Échange de produits de bouche, comme on dit, de nourriture, échange intellectuel des manuscrits, des textes, et aussi c'est là où les confréries religieuses, les zaouïas, avaient également leurs antennes pour diffuser également leur wird. C'est pour ça qu'on trouve par exemple une zaouïa née quelque part peut avoir des ramifications extraordinaires. Tu peux trouver des qadiris au Maroc comme au Nigeria ou en Chine ou en Afghanistan sans problème,
parce que tout ce beau monde se retrouve justement au Hijaz, les lieux saints, et c'est là un grand marché même des esclaves, des blanches, de tout, c'est-à-dire c'est le Moussem, c'est la rencontre annuelle pour le pèlerinage. C'est la foire, quoi. C'est la foire, comme on voit dans le Moussem, et en parallèle, on a énormément de produits qui viennent d'ailleurs, et d'ailleurs pendant très longtemps, pour nous, les pèlerins, quand ils reviennent de la Mecque, c'est amener des produits un petit peu qui sont chers chez nous, et qu'ils trouvent là-bas à des prix très 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 bas, parce que justement les pèlerins des autres pays ramènent ces produits-là, et donc ils les achètent à des prix abordables, et ça fait partie des cadeaux. Des toit guides avec des designs particuliers, je sais pas moi, du textile, des montres. Avant l'expansion des produits chinois, il y avait les produits du Taïwan surtout qui trouvaient dans le Hijaz le lieu par excellence de diffusion. Alors on va revenir un peu plus tôt dans l'histoire. On a parlé donc du débarquement, de débarquement européen en Amérique du Nord et du Sud. C'est une histoire qui est quand même assez connue, celle de Cortés et de l'Empire aztèque, celle de Pizarro avec les Incas, ce qui s'est passé avec tout le débat qu'il y a eu au XVIe siècle en Europe sur est-ce que ces Indiens sont des humains ou pas, avec cette... Est-ce qu'ils ont une âme? Non, ils sont des humains, mais est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'ils ont une âme? On les assimile un peu à des animaux. Voilà, est-ce qu'on peut les esclavagiser ou c'est un péché? Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire un livre qui s'appelle La controverse de Valladolid. Et il y a un film aussi qui est inspiré de ça, qui met en scène une controverse, en fait, un débat entre deux religieux. Il y en a un qui s'appelle Sepulveda de Las Casas, par rapport au sort de ces Indiens-là qu'on a fait venir dans la cour pour étudier, etc. C'est un peu la demande de la fatwa, c'est-à-dire la fameuse conscience religieuse qui est la demande de fatwa. La demande de fatwa pour voir un petit peu ce qu'on fait, est-ce que Dieu l'accepterait ou pas. Ça, c'est une manière de justifier. Avec Las Casas qui avait protesté contre le sort fait aux Indiens et Sepulveda qui expliquait que c'était le sort qui était normal, comme des bêtes de somme. En vérité, donc c'est assez intéressant. Et quand on lit ça, on voit un peu des résurgences de ce qu'on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire la supériorité morale de l'Occident dont énormément d'intellectuels n'arrivent pas à se défaire. En vérité, voilà. Ils n'arrivent pas à se défaire de cette vision. Tout le monde est fasciné parce que justement, c'est là que quelque chose commence. On parle de Renaissance. Et puis des différentes révolutions successives qui ont eu lieu en Europe, justement. C'est pour ça que tout le monde reste encore fasciné, et il y a de quoi. Parce que c'est carrément le début un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge de la raison par rapport à l'âge, pour ne pas dire des croyances mythiques. On expliquait le monde jusque-là par une vision religieuse du bien, du mal, du sombre, du magique. Et puis là, la raison humaine commence à réfléchir et à se défaire un petit peu de ces chaînes qui bloquaient un petit peu l'évolution. C'est-à-dire à un moment donné où l'esprit humain, dans un contexte donné, reste obnubilé par le sacré, ce qui est normal, sauf que ce sacré est associé un petit peu au mythe, et du mythe à des croyances qui ne sont plus dans le sacré, mais qui sont dans la construction, et on revient à la notion de domination, le pape, l'Église, son rôle dans la société européenne, etc., qu'on essaie de projeter sur le reste du monde, et à mon avis c'est une erreur, parce que c'est un processus purement européen, cette domination de l'Église, y compris pour toutes les monarchies européennes. Il fallait absolument avoir l'aval un petit peu du pape pour avoir la légalité et la légitimité. Ça commence par les Anglais qui se défendent de cette tutelle, en quelque sorte, absolument, et puis le réformisme protestant également, et je crois que ces deux phénomènes ont grandement joué dans l'évolution des mentalités pour que la raison, pour que la science puisse faire son travail, c'est-à-dire l'expérience, l'explication par l'expérience. On laisse un peu l'Amérique et cette colonisation qui est connue, et je voudrais qu'on parle 2 minutes de ce qui s'est passé de l'autre côté, avec ces compagnies anglaises et hollandaises qui ont pris une forme extrêmement puissante. Je te laisse parler de ces compagnies-là. Tu dis anglaise et hollandaise, c'est pas un hasard, ce ne sont pas des pays catholiques, justement c'est des pays qui se sont détachés du catholicisme pour pouvoir faire du commerce, et parce que justement le catholicisme jusqu'à ce moment-là était ce qu'ils appelaient l'usure, riba, leur posait un problème d'éthique, etc. Oui, ça va booster le système bancaire, ça, c'est les protestants, justement, les anglicans qui vont démarrer cette grande aventure humaine. Je voudrais juste signaler comment un grand sociologue de la fin du 19e siècle essaie de nous expliquer un petit peu justement cette mutation en associant le développement du capitalisme qui va venir plus tard avec ces sociétés de commerce
par l'éthique protestante, c'est-à-dire une nouvelle éthique religieuse qui libère la conscience humaine de beaucoup de choses du point de vue de l'éthique religieuse pour revenir à une éthique humaine, c'est-à-dire l'expansion du commerce d'abord et puis l'industrie qui va suivre plus tard. Et ça commence justement par des compagnies néerlandaises et des compagnies anglaises qui vont essayer de sillonner le monde pour pouvoir faire du commerce. N'oublions pas que ce sont les Portugais qui étaient les premiers à essayer de faire ce commerce-là. Parce que les Portugais ils étaient les premiers explorateurs des grandes mers, de l'Atlantique et de l'océan Indien. Et c'est eux qui ont ouvert la voie à la localisation des différents chemins maritimes pour que les compagnies des Indes, comme on les appelait pour les Amériques, et puis après quand on découvre l'autre côté de l'Asie, donc on divise les deux, le West Indies et les East Indies, et ça nous a donné, par exemple, un peu plus tard, la domination des Pays-Bas sur l'Indonésie, par le commerce en premier lieu, et Jakarta et la domination des Anglais sur la zone des Caraïbes, de l'Amérique du Nord, et même centrale à un moment donné, et puis le virage vers l'East Indies, l'Indie d'aujourd'hui, pareil par ces compagnies qui commerçaient les produits, et c'est par l'une de ces compagnies, qui est une Barbary compagnie, qui va nous amener le thé plus tard et beaucoup d'autres produits, c'est-à-dire tu achètes un produit ailleurs, tu le revends quelque part, sans que ça soit vraiment un besoin de la société d'origine. Sauf que c'est là que, bon, par exemple, les British optent pour le thé noir, et puis chez nous, ça prend pas, c'est le thé vert. Mais ce sont ces compagnies-là qui nous amènent ces produits. Donc pas forcément pour leur propre marché, mais c'est aussi un début de mondialisation pour rentrer effectivement en contact avec les différentes sociétés selon les besoins et les souhaits de chaque société. Alors ces compagnies, elles sont extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. Elles vont être le fer de lance de la colonisation asiatique. C'est pas une colonisation militaire. Les Anglais, alors, on appelle ça la politique des comptoirs. Voilà, les gens n'ont pas débarqué avec Pondichéry, Calcutta, voilà, etc. Et ces compagnies ont la valeur d'un État quasiment. C'est-à-dire qu'ils peuvent édicter des lois, elles ont des forces armées, elles ont des tribunaux. En vérité, elles ont la force. C'est là où on voit le rapport entre le capitalisme et la colonisation, et même l'impérialisme, puisque c'est un petit peu également la suite. C'est des compagnies qui ont... Les actionnaires de ces compagnies, par exemple, ils ont la puissance de chef d'État, quoi. Oui, parce qu'il faut constituer des capitaux. Donc, pour avoir des capitaux, il faut avoir des capitaux assez solides. Pour avoir de matériel de navigation, donc ces fameux bateaux, il faut investir. C'est très très cher. Très cher et très lourd. On dit qu'un bateau, c'est une forêt. Hein. Ben oui, et puis il faut investir aussi dans le long terme, il faut fournir les marins, les payer, et leur fournir toute la nourriture, etc. Donc, il y a une prise de risque qui est énorme, parce qu'on parle de beaucoup d'or qui est embarqué. Il y a une histoire incroyable d'un naufrage avec des détournements, de la piraterie. Enfin, on est dans un monde... Enfin, moi, c'est une période que j'adore. C'est le début, en tout cas, d'une nouvelle forme de mondialisation. Parce que, bon, on croit que la mondialisation... On passe d'une mondialisation à une autre. La mondialisation, c'est les différents rapports que les différentes sociétés pourraient avoir avec les autres, avec ce qu'on pourrait appeler l'étranger, l'ailleurs. Donc, on passe d'une étape à une autre dans ce processus de mondialisation. Et ça commence avec ces compagnies-là qui, justement, ont bouleversé, d'abord en faisant le commerce directement, puisque ce commerce, il passait par caravane des Indes vers l'Europe, en passant par l'Empire romain d'Orient, qui était ce qu'on appelle les Byzantins. Et on peut toujours se poser la question, mais on peut spéculer. Hein, je veux dire, ils ont peur des taxes qui vont augmenter parce que justement avec l'arrivée des Ottomans, ils vont maîtriser ce commerce vers l'Europe et donc il fallait trouver ce chemin direct. Donc au fond, c'est réduire les frais, si j'ose dire, mais en investissant lourdement dans des expéditions aléatoires qui peuvent dangereuses, qui peuvent durer 3, 4 ans, devant l'inconnu. Et c'est pour ça aussi que cette histoire de la marine, son développement côté Pays-Bas, côté Angleterre, Portugal, l'Espagne, ensuite la France qui va s'y mettre avec le Canada et puis le sud des États-Unis actuels, la Louisiane, etc., jusqu'au Mexique, ça va donner un petit peu une compétition entre ces différentes puissances côtières qui habitent la côte, tout simplement, et puis qui vont essayer de créer des compagnies qui sont le fer de lance un petit peu d'une nouvelle expérience avant de décider carrément des débarquements pour occuper les terres. On
parle de l'histoire des États-Unis, par exemple, associée à l'Angleterre, mais au début, c'était les Hollandais. New York, c'était, paraît-il, ce sont les Hollandais qui l'ont vendu. Qui l'ont acheté à une tribu. Qui l'ont acheté à une tribu et qui l'ont revendu aux Anglais plus tard, et qui s'appelait New Amsterdam, avant de devenir à New York. New York, c'est une région en Angleterre. Donc, on passe d'une étape où les compagnies investissaient et justement arrivaient à avoir de la puissance à l'intérieur de leurs propres États parce qu'il s'agit d'élites qui ont suffisamment accumulé de moyens et de capitaux pour pouvoir influencer les décisions de l'État et à les pousser carrément à investir sur le plan militaire et envoyer des armées pour occuper les lieux. Et c'est là que commence un petit peu cette histoire de conquistador et l'installation des occupations militaires avec des gouverneurs, avec des occupations de terre, avec des guerres, etc. sur toute la côte est des Amériques, de l'Atlantique, c'est-à-dire depuis le Canada aujourd'hui jusqu'à l'Argentine. Alors on va passer au continent qui nous intéresse, le nôtre, l'Afrique. Quand est-ce que les choses s'accélèrent, se précisent pour l'Afrique? Est-ce que c'est le 19e siècle qui précipite la colonisation africaine? Non, c'est un processus très long. Ça commence avant. Avant, avec le début du 16e, après 1492, on a les Portugais qui... Je voudrais juste rappeler quand même que cette histoire de conquista, reconquista, pardon, des Espagnols et des Portugais, ne s'arrêtait pas en Ibérie, ils continuaient en Afrique. Et la porte de l'Afrique, c'était un peu le Maroc. Et donc, du coup, les Espagnols, par exemple, s'installent sur toute la côte méditerranéenne sud, depuis Tanger jusqu'à Tunis, en passant par Septam, Lilia, Ouaran, Alger, Bjaya, Benzerti et Tunis. Et les Portugais s'attaquent au côté atlantique. À Ceuta, le Marmora, côté de Mahdia, et Casa, Anfa, Casablanca, justement, Anfa commence par le portugais, c'est là qu'on switch de Anfa à Casablanca. Azmour, Asfi, Jdida, Asfi, Souera, Agadir, Cap Bojdour, Cap Vert. Tout ça, c'est le 15e. Ouais. Début 16e, pardon, à partir de 1510, 1506, 1510, 1514, ils continuent comme ça sur la côte, et ils mettent en place des points d'arrêt pour leur marine, pour le ravitaillement et aussi pour faire le commerce d'une manière directe, parce que aussi, non seulement cette histoire de poivre qui venait d'Asie vers l'Europe les intéressait, mais aussi les produits qui venaient d'Afrique, qui transitaient par le Maroc et qui remontaient vers l'Europe, et donc il fallait aussi le faire d'une manière directe, et c'est comme ça que Cap-Vert, par exemple, en face du Sénégal, en quelque sorte, va servir de base arrière très importante pour le commerce avec les côtes. Et ainsi de suite, ils vont suivre toute la côte jusqu'au Congo, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, pour remonter et rentrer même dans le Golfe. Rentrer dans le Golfe aujourd'hui entre l'Arabie et l'Iran, et ce qui va susciter l'intérêt des Ottomans pour s'intéresser à l'Arabie, parce qu'au début, les Ottomans, ils étaient dans une perspective européenne. Quand ils occupent Constantinople, ils continuent leur expansion territoriale vers l'Europe, mais avec l'arrivée du Portugais dans la mer Rouge, et dans le Golfe, on est au milieu du XVIe siècle, là, ça y est, ils s'intéressent à cette zone-là et donc ils décident de la récupérer pour que les Portugais se concentrent sur les Indes. Donc ils vont jusqu'à Singapour, jusqu'en Chine, Macao, etc. Donc en fait, ce sont des comptoirs sur les côtes. Alors, il n'y a pas de pénétration dans les terres. Pas encore. D'accord. Il n'y en aura pas d'ailleurs au Maroc. Non. Non, il n'y en aura pas. Il y en aura. Bon, c'est une autre, non? Des tentatives, etc. Mais au début, par exemple, tiens, pour Azmour, au début, ils sont intéressés par Azmour parce qu'ils achetaient un produit essentiel, c'est la graisse de la loze, Chebel. Parce que Chebel est un poisson qui ressemble un peu au saumon et qui vient pour la pente. Il habite dans la mer, en Atlantique, et il rentre par les rivières pour faire la pente. Et au retour, les pêcheurs le ramassent, si j'ose dire, à la pelle, au filet, sur le bourg-grec, sur le morbi, sur le sbou, etc. Et paraît-il, il est riche en Mais il graisse. existe ce poisson? Il a disparu. Il a disparu depuis le début des barrages. Azmour, si j'ose dire, le pétrole de la ville d'Azmour, c'était ce poisson de Chebel, et les Portugais venaient en acheter parce que cette graisse était utilisée comme huile pour l'éclairage. Donc bien sûr, il avait une importance. Podcast sur le feu par notre ami Abdoulaye qui parlait de graisse de ce poisson-là, de baleine dans d'autres. Absolument. Donc oui, on est toujours sur les côtes. Non, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'au début c'était juste pour l'achat de cette huile, et puis à un moment donné, et pourquoi ne pas occuper Azmour carrément et faire ce business nous-mêmes?
Donc, c'est-à-dire pêcher nous-mêmes, etc. Donc ça commence par du business, ça finit par une occupation. Bah oui. Après plusieurs tentatives, bien sûr, mais ça reste quand même sur les côtes. Est-ce qu'ils ont tenté, par exemple, de rentrer vers Marrakech ou de rentrer vers... À un moment donné, oui. À l'époque, je ne sais plus à quel moment, je crois. La tentative de 1578 de notre ami Sébastien, mais... Non, bien avant. Depuis que là, ils ont essayé à un moment donné de remonter vers Marrakech à la fin du Ouattacide entre les Ouattacides et les Saadiens, sans succès. Ils ont été défaits sur la plaine entre Doukala et Marrakech. Mais il ne faut pas oublier aussi, toujours dans leur imaginaire, que cela fait partie un petit peu de la continuité de la Reconquista, parce que il y a toujours un imaginaire derrière pour les Ibères, entre Espagnols et Portugais, de cette continuité, et pourquoi pas occuper les terres, et pourquoi pas carrément s'installer et annexer les territoires d'Afrique, comme ils les appelaient alors si tu continues la cartographie donc tout le pourtour de l'Afrique est occupé, quoi. Oui. D'accord. Toute la côte est et ouest de l'Afrique, c'est-à-dire au niveau de l'Atlantique et au niveau de l'océan Indien, ça commence par des comptoirs, et ces comptoirs-là vont rester pratiquement jusqu'à la fin du 19e siècle. Et c'est là que ces comptoirs vont se transformer en comptoirs de commerce de produits, à un commerce qui nous interpelle énormément dans l'histoire de l'humanité, celui de l'esclavage, le commerce triangulaire entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Mais c'est toujours des comptoirs où les compagnies étaient installés pour acheter des produits. Au début, ça commence par, ça peut être de l'ivoire, ça peut être de l'or, ça peut être des plantes, ça peut être de la gomme, ça peut être des peaux, ça peut être beaucoup de choses. Et surtout le summum de ce moment historique de l'humanité, le 17e, 18e, avec l'histoire de l'esclavage. Et là, on commence une exportation massive de l'énergie biomécanique, si j'ose dire, comme l'appellent certains spécialistes, cette main-d'œuvre dans le contexte de développement de nouvelles cultures qui vont s'installer au Brésil, aux Amériques, dans les Caraïbes, la canne à sucre, le coton, le café et l'élevage, etc. C'est-à-dire le moment où ces puissances européennes installées dans les Amériques avaient besoin de main-d'œuvre. On est à une période pré-révolution industrielle où l'énergie est humaine et donc musculaire, l'esclavage. Il faudrait noter aussi que, bien sûr, ce sont les Européens qui achètent les esclaves, mais ce n'est pas eux qui les arrêtaient. Oui. Et ça va nous aider à comprendre l'émergence également de royaumes dans les différents pays et zones d'Afrique qui vont baser leur puissance sur le commerce de l'esclavage avec les Européens. Parce que justement, ils vont accumuler des capitales avec ce commerce et ils vont créer des États. Et ça a eu lieu au Ghana, au Nigeria, au niveau du Sénégal, jusqu'au Sahel, de l'autre côté de l'Atlantique, avec carrément l'installation des différents pouvoirs qui se sont succédés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sultanat d'Oman, qui vont carrément occuper les côtes est de l'Afrique, Zanzibar par exemple. C'est toujours associé à ce commerce, mais les acteurs, c'est-à-dire les véritables acteurs de rapt pour préparer la marchandise qui est cet humain, c'est les populations locales qui vont s'en occuper. Ça va nous donner même carrément des dynasties qui vont faire leur beurre, si j'ose dire, sur ce commerce. Ils vendaient leurs semblables, leurs frères, leurs propres frères. Enfin, leurs frères, les tribus ennemies. Leurs semblables, les humains, quel que soit, qu'ils ramenaient au comptoir, et dans les comptoirs, il y avait ces compagnies qui avaient installé des lieux où ils stockaient de la marchandise, comme ils les appelaient entre guillemets, et le plus célèbre et le plus connu, c'est l'île de Gorée, par exemple, au Sénégal, où on a encore trace de ces lieux, où on regroupait les humains avant de les mettre dans des bateaux pour tracer directement vers l'ouest. C'est pour ça qu'on a ces comptoirs des Hollandais, des Espagnols, des Portugais, des Anglais, des Français, et chacun essayait d'alimenter les lieux où il avait de l'occupation des terres, où les colons sont installés pour produire la canne à sucre, le coton. Alors aujourd'hui, on en parle comme ça, la canne à sucre, c'est un produit, le sucre, c'est un produit comme un autre, mais n'oublions pas que cette histoire de sucre a commencé avec les Saadiens, Mohamed Chiri Abdel Mansour, et
comment cette industrie a commencé chez nous pour alimenter le marché européen de l'élite qui commence à avoir un produit nouveau qui rentre par les Ottomans qui en faisaient cadeau, qui s'appelait le café, un peu fort et un peu amer, et il fallait utiliser une sucrerie pour l'adoucir, et comment cette canne à sucre va servir de base justement à une production beaucoup plus massive et une industrie de sucre qui va se développer. Par exemple, le Cuba, jusqu'à aujourd'hui, est considéré comme le premier producteur mondial de cette matière. Et bien, ça commence avec les Espagnols qui transplantent, qui ont trouvé trace de production de canne à sucre. En Andalousie, on a des extraits sur la période mérinide, par exemple. Et c'était à usage domestique pour faire des sirops, des trucs, des pâtisseries éventuellement. Mais on n'avait pas encore de café ou de thé à l'époque pour utiliser le sucre comme on a l'impression. Mais les Espagnols vont le développer dans les Caraïbes, à Cuba. Les Américains vont développer le coton. Jusque-là, on n'avait que de la laine comme produit de base pour le textile. Et à un moment donné, en Angleterre d'ailleurs, on parle d'un moment très important dans leur histoire quand l'Angleterre a investi dans des élevages énormes de moutons jusqu'à pratiquement toute l'Angleterre est devenue des champs de package des moutons. Et je me souviens, Thomas Mann, je crois, qui avait écrit un livre quand les moutons mangent les humains. Parce que justement, on a tellement produit, parce qu'on avait besoin de laine, cette laine qui était à la base de textile. Avec le coton, cela va chambouler justement l'histoire, et l'industrie du textile va connaître une révolution extraordinaire, puisque le coton va supplanter la laine, et c'est le début un petit peu de la chute de la laine dans le marché mondial jusqu'à aujourd'hui. La laine était un produit très fondamental dans notre économie, il faisait partie également des produits qu'on exportait, parce que le textile, c'est le textile, l'habillement, d'une manière générale, l'évolution humaine, on a toujours besoin de s'habiller, et puis avec l'évolution des modes, si j'ose dire, le coton arrive. Donc tu vois, on parle aujourd'hui de produits qui sont communs, qu'on trouve partout, à des prix plus ou moins abordables un peu partout, mais les débuts, quand on s'arrête dessus, on comprend quand même que c'était pas des produits communs et que c'était vraiment quelque chose de très important dans l'évolution de l'humanité par ces systèmes que les Européens ont commencé à industrialiser à une échelle beaucoup plus large. Ils vont pas investir cela en Afrique, mais l'Afrique va servir à cette énergie biomécanique dans les Amériques dans un premier temps, et puis ensuite, avec le développement des compagnies, par exemple, parce qu'on va développer ces industries dans ce qu'on appelle l'Inde dans le sens historique, l'Inde britannique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des pays qui produisent encore, qui sont pratiquement encore le monopole de la production du coton et du textile, parce que justement là, les Anglais et les compagnies anglaises vont trouver leur bonheur pour développer, avec la perte des Amériques, l'indépendance de l'Amérique, c'est le transfert vers l'Asie et l'occupation carrément de l'Inde, d'Indonésie, de l'Indochine, même jusqu'à la Chine elle-même, des tentatives avec le Japon et d'autres lieux. Pour l'Afrique qui nous concerne, jusqu'à cette période des comptoirs 17e, 18e, début 19e, là, ça y est, on va passer des comptoirs et peut-être une nouvelle étape. C'est la nouvelle étape. Et c'est une nouvelle étape, on va passer des comptoirs purement commerciaux à quelque chose d'étatique. C'est le début du droit international. Mais c'est surtout la fin de cette première partie de podcast, puisque la suite qui va arriver à ce qu'on connaît sous la colonisation, c'est-à-dire venir protéger ses intérêts commerciaux par l'occupation, j'ai envie de dire, d'un État, en fait, puisque par le Congo, des États, oui, des États. Non, mais il y en a plein, partout. Il n'y a pas un lieu où il n'y avait pas un État. Ça, c'est faux, en croyant que non, c'est des espaces ouverts, sont propriétaires, ça c'est la justification européenne, et c'est ce droit international commence, c'est dans l'objectif d'éviter les conflits entre les pays entre les puissances européennes. Absolument. Le droit est fait pour régler leurs problèmes entre eux et pas les problèmes qu'ils pouvaient avoir avec les gens qui étaient colonisés. C'est bien ça. Le droit colonial. Mais le droit colonial. Le droit colonial, c'est l'objet de la suite de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.